Donc, ce soir, nous allons parler reflux gastro-œsophagien chez les enfants et les adultes. Et surtout, je vais vous montrer à quel point il faut absolument traiter ça sans médicaments. Parce que dès qu'il s'agit d'acidité et de reflux, on sait quoi faire dans la médecine conventionnelle. On tente d'éliminer les symptômes sans vraiment chercher la cause. Donc, si par exemple un bébé souffre de l'estomac, on va lui donner un médicament contre l'acidité. Mais il y a un grand nombre de causes possibles. Okay, et si les effets secondaires des médicaments, comme les inhibiteurs de pompe à protons, sont à éviter chez les adultes, ils sont encore plus compliqués à gérer chez les enfants. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le menu. J'aurais vous donner le menu. Le menu, tout ça. Mais voilà. Donc, d'abord, c'est moi. Alors, rapidement, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Cécile Heller et je suis aromathérapeute holistique. Mais ma spécialité, c'est un petit peu tout ce qui concerne la toxicité physique et émotionnelle. C'est ce que je m'efforce de vous apprendre, surtout pour que vous n'ayez plus peur de la maladie et plus peur de prendre soin de vous sans médicaments. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va s'occuper de ça. Donc, ce cher menu, allons-y pour le menu. Alors, pourquoi les médicaments antiacides ne sont vraiment pas la meilleure solution? Pourquoi on a besoin d'acide justement dans l'estomac? Comment prévenir le reflux des adultes et de votre bébé? Comment soulager le reflux et les maux d'estomac? Ça, c'est déjà un beau programme. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont concernés par ça. Donc, ça tombe très bien. C'est bien pour ça que je l'ai programmé aussi, petit sujet. Il y en aura certainement d'autres. Je reçois régulièrement de quoi mettre à jour ce sujet-là. Donc, vous inquiétez pas, quand il y aura des mises à jour, je le reprogrammerai avec updaté, comme on dit. Voilà, alors on va commencer par pourquoi les médicaments antiacides ne sont pas la meilleure solution. Et effectivement, c'est prendre des médicaments antiacides, c'est la meilleure façon de se fabriquer des carences alimentaires et des maladies liées à la malabsorption. Et malheureusement, la malabsorption, c'est exactement ce dont c'est la cause de la plupart des maladies chroniques d'aujourd'hui. Et comme par hasard, c'est une véritable épidémie. Les maladies chroniques, j'en ai déjà parlé dans plein d'autres conférences, c'est une épidémie. C'est ce qui se développe le plus. Et comme par hasard, il y a aussi qu'on donne de plus en plus de médicaments antiacides aux gens qui sont de plus en plus stressés. Et il y a peut-être quand même une légère corrélation entre les deux. Peut-être prendre ça en considération. Donc, ces médicaments, ils vivent à inhiber les sécrétions acides de l'estomac. Or, les sécrétions acides jouent un rôle important dans la production d'enzymes digestives. Et la digestion et l'absorption correcte des aliments dépendent complètement de la présence de ces enzymes. Okay? Donc, pas d'enzymes digestives signifie pas de bonne digestion, donc pas de bonne nutrition. Et sans bonne nutrition, il n'y a pas de quoi soutenir l'immunité, régénérer les cellules, nettoyer l'organisme, etc. Tout est un jeu de domino là derrière. Donc, à quoi elle sert cette acidité? Alors, l'acide chlorhydrique qu'on a dans l'estomac, je vous ai mis un chouette petit dessin là. J'aime bien ce dessin. C'est très drôle. Mais c'est très... j'espère que vous le verrez bien. Il est très révélateur. Donc, cet acide chlorhydrique, c'est le sucre digestif qui permet la décomposition des protéines dès leur arrivée dans l'estomac et qui prépare à l'assimilation. Et donc, si vous en manquez, vous ne pouvez pas correctement digérer les protéines et donc votre organisme n'en profite pas. Ouais. En gros, c'est ça. Bon, il y a d'autres sources d'enzymes qui vont digérer d'autres types d'aliments. Il n'y a pas que les protéines qui sont importantes. Mais en l'occurrence, c'est ce qu'on sent le plus. Et quand je donne des supplémentations aux gens qui ont des problèmes de digestion, quand je leur donne de l'acide pour digérer leurs protéines, subitement ils se rendent compte qu'ils y arrivent et qu'ils n'ont plus une barre au niveau de l'estomac qui les empêche de manger. C'est assez flagrant comme effet. Donc sans sucre gastrique, pas d'absorption, évidemment. Le mélange des aliments avec les sucs digestifs, ça constitue le bol alimentaire. On va donner des noms quand même là.
Et ce bol alimentaire, il va descendre dans l'intestin grêle, là où les nutriments peuvent être poussés dans la circulation sanguine. Hein, donc c'est depuis l'intestin grêle. Alors l'intestin grêle, c'est celui qu'on voit au milieu, sur ce petit diagramme là, vous voyez une sorte de Z, et autour de ce Z, vous avez le côlon. Bon, évidemment, ça fait plus qu'un Z, hein, l'intestin grêle, hein, c'est immense. Mais bon, là, il est bien, bien schématisé. Hein. Donc, il est au milieu, et après, il y a le côlon qui fait tout le tour. Et dans cet intestin grêle, c'est depuis cet intestin grêle que se font les échanges au niveau des vitamines. Mais l'absorption des nutriments peut aussi commencer de toute façon dans l'estomac, hein, sauf évidemment s'il n'y a pas de sucre digestif. Et surtout, s'il n'y a pas eu de sucre digestif, eh ben, les protéines, entre autres, ne sont pas prêtes à être assimilées une fois qu'elles arrivent dans l'intestin grêle. Donc le risque là-dedans, évidemment, c'est la dénutrition. De nombreuses études montrent que les médicaments qui bloquent ce niveau d'acide sont une évidente source de dénutrition. Mais c'est même pas la peine de faire 36 études, mais enfin les études le démontrent, hein, c'est tellement évident. Mais aussi de déminéralisation. Et j'en parle souvent de la déminéralisation parce que les gens se rendent pas compte à quel point, quand ils se sentent pas bien dans leur tête, c'est lié à une histoire de minéraux. Hein. Et dès qu'on remet en route cette absorption, subitement, ils vont mieux. Et c'est tout simple. Hein. Donc, ces médicaments, ils empêchent l'absorption de nombreuses vitamines et de minéraux très importants, comme la vitamine C. Alors, la vitamine C, rien que ça, je veux dire, il nous faut en gros 2 à 4 grammes par jour, qu'on doit en général se supplémenter parce que il y a environ 100 ans, quand on mangeait une orange, on avait de quoi, on avait notre apport journalier en vitamine C, mais non, c'est plus le cas. Alors, entre le fait que ce qu'on avale ne contient plus grand chose, et si en plus là-dessus on rajoute des freins à l'absorption, où on va, hein. Donc, on a de moins en moins de vitamine C, de moins en moins de fer, de moins en moins de magnésium, et toute une liste de vitamines B qui sont cruciales justement chez les gens qui sont particulièrement stressés. Et déjà, si vous n'allez pas bien parce que vous êtes stressé et que vous, en plus, vous fixez pas les vitamines B, et ben vous ne risquez pas de vous sentir mieux. Et vous allez encore plus avoir de symptômes de stress liés à des problèmes d'estomac, et donc vous allez plus tenter encore de prendre des médicaments qui vont couper cette production d'acide. Enfin bon, c'est un énorme cercle vicieux. Alors, ce manque d'acide. Alors, la sous-production de sucre de l'estomac, c'est un problème qui est très répandu. Et si on teste un groupe témoin, on va se rendre compte que, en fait, plus de la moitié d'une population occidentale issue d'un pays développé âgé de 50 ans et moins, alors là c'est bien très précis, ne produit pas suffisamment d'acide chlorhydrique. Vous pensiez peut-être que j'allais vous dire, fait un excès de production d'acide chlorhydrique. Non, non, il n'y a pas d'excès de production. Ils ne produisent pas suffisamment. Et c'est à cause de ce manque de production d'acide chlorhydrique qu'ils souffrent de tout un ensemble de problèmes digestifs, inclus d'ailleurs le reflux. Donc, nos alimentations déminéralisées et dévitalisées contribuent à généraliser ce problème-là. On va voir en plus en détail de quoi il s'agit. Il faut savoir que la vitamine B12 et les folates, elles sont indispensables à la fabrication des globules rouges, donc de l'immunité. Elles sont indispensables à la méthylation, c'est le système de nettoyage des cellules. Hein. J'en ai déjà parlé dans d'autres conférences. Et ça active. C'est cette méthylation qui permet l'expression correcte des gènes. S'il n'y a pas une bonne méthylation, il y a des problèmes génétiques et des problèmes de transformation de l'ADN. Et les gènes vont réguler quasiment tout dans l'organisme, inclus l'immunité. Donc, si il y a des problèmes génétiques, et s'il y a une mutation au niveau génétique, c'est cuit. Quand je dis mutation, c'est un peu loin, mais vos gènes peuvent souffrir de ça. Et ça peut, du coup, rendre permanent un problème d'immunité. Alors, les globules rouges, eh ben, ils dépendent aussi de la présence de fer.
Et ça, on a vu tout à l'heure que le fer, c'était un gros problème. Sans fer, un bébé devient anémique et ne peut pas se développer. Mais il n'y a pas que les bébés, hein, les grands aussi. Hein. Et le magnésium joue un rôle sur 300 réactions enzymatiques. Donc, c'est dire si quand on en manque, on va subir toute une réaction en chaîne de déséquilibre. Donc, tout ça, c'est hyper important, fer et magnésium. Mais il ne faut pas les prendre en même temps. Hein. Évidemment, il y a une histoire d'absorption. Il vous faut de la vitamine C pour absorber votre fer et il vous faut du calcium pour absorber votre magnésium. Donc, les réactions en chaîne. Alors, parmi cette chaîne de réactions, on a l'augmentation des déséquilibres neurologiques. Ça, c'est énorme. C'est ce qu'on voit de plus en plus fréquemment. Des problèmes de développement, évidemment. Hein. Des problèmes de comportement tels que le TDAH et l'autisme, donc les histoires de troubles d'attention et d'hyperactivité. Alors ça, c'est de plus en plus fréquent chez les enfants, évidemment. C'est pas anodin. Hein. Et puis quand on voit maintenant ce que mangent les gosses, c'est très difficile une alimentation équilibrée, ça veut absolument rien dire. Hein. Et comme le discours général, moi je vois, c'est ce qu'ils enseignent aussi à ma fille, qui prend des cours de nutrition à la fac, ça me fait bondir quand la prof dit oui, c'est dangereux de prendre des suppléments, on peut mourir en prenant des vitamines. Non, mais surtout qu'on peut mourir en n'ayant pas assez de vitamines, ça elle ne le dit pas. Et ce qui m'étonne, c'est que dans les cours aujourd'hui, à la fac, on aille raconter aux gamins que il suffit de manger équilibré pour avoir sa dose de vitamines, ce qui est complètement faux. C'est complètement idiot, ça veut plus rien dire. On peut pas avoir on peut difficilement tirer ce dont on a besoin de l'alimentation actuelle, à moins vraiment de faire des grosses cures de jus, des grosses cures de graines germées, d'aliments hyper concentrés, ce qui n'est absolument pas ce qui est enseigné à la fac d'ailleurs. Enfin bon, donc ce qui est très important d'abord, c'est de déjà privilégier ce qu'on peut absorber de notre alimentation, ce qui n'est pas grand-chose, mais bon, il faut faire ce qu'il faut. Et pour ça, il faut évidemment s'assurer qu'on a suffisamment d'acide. Et donc l'acide agit en tant que barrière protectrice. Il tue un grand nombre de micro-organismes qui sont potentiellement toxiques et qui sont contenus dans nos aliments. Alors, quand on consomme des aliments qui fabriquent de l'acide de notre estomac va digérer des ions d'hydrogène qui interviennent dans la fabrication de cet acide. Bon, alors, c'est pas très compliqué, mais il faut, donc cette digestion, en fait, ça sert à participe à l'élimination d'un éventuel excès d'acidité dans les tissus. Hein. Donc, il y a une autorégulation là-dedans. Donc, l'acidité de l'estomac, elle est associée à des aliments et à un certain point, elle est neutralisée dans le canal alimentaire grâce aux sécrétions du pancréas. Donc, tout est fait pour qu'il n'y ait pas d'excès. Okay. Par contre, il y a des infections. Et l'acide doit nous protéger des infections. Donc, l'acide de notre estomac, c'est notre première ligne de défense contre les envahisseurs pathogènes qui entrent par la bouche et qu'on avale. Donc, vous imaginez ce qui se passe quand on fait descendre, quand on fait chuter cet acide. Prendre des antiacides, ça va augmenter nos chances de développer des infections au niveau de l'estomac. Et si vous avez déjà écouté les autres présentations, c'est incroyable à quel point les infections de l'estomac se généralisent. Je pense à tout ce qui est Helicobacter pylori, entre autres, et sont de plus en plus fréquentes avec des cas de candidose chronique. Donc, un exemple, on a noté plus de pneumonie chez les personnes qui utilisent des antiacides. Donc, quand on voit on en parlera tout à l'heure, mais c'est principalement les personnes âgées. Alors, il faut parler de ce cher SIBO. Le SIBO, c'est une des grandes causes de reflux. Et comme par hasard, c'est un déséquilibre bactérien au niveau de l'estomac. Donc, SIBO, ça veut dire surpopulation bactérienne dans l'intestin grêle. Je vous ai fait tout un article là-dessus, donc là, je vous ai mis le lien. Et donc, c'est associé à l'apparition de l'eczéma,
aux problèmes de comportement, à la malnutrition évidemment, à tout ce qui est très fréquent chez les enfants. On voit ça, eczéma, comportement même. Tout ça, c'est classique. Et il y a de plus en plus de gosses qui ont des problèmes de SIBO, qui sont absolument pas identifiés. Au lieu de ça, on va leur donner des inhibiteurs de pompe à protons. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Donc, ces médicaments-là, ils font chuter artificiellement l'acide de l'estomac. Voilà. Donc, ils rendent la production d'acide encore plus alcaline. Et ça va contenir encore plus de gastrine. Hein, ça accroît la sécrétion d'histamine. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait, voilà, ça va augmenter la sécrétion d'acide. Hein. Ça signifie tout ça que dès que vous allez prendre des inhibiteurs, j'arrive pas à dire, de pompe à protons, vous allez produire simplement plus d'acide qu'avant pendant au moins 4 semaines. Et là, vous allez prendre du poids d'ailleurs au passage, 5 kilos sur 2 mois en général. Et alors, qu'est-ce qui se passe sur un bébé? Donc, vous allez comprendre là qu'il vaut mieux se passer de médicaments, hein, ce qui vous laisse 2 choix, ou les remplacer, ou surtout pas en avoir besoin. Donc, si vous avez un bébé, vous pouvez lui éviter le reflux en suivant quelques règles. Hein. Donc, déjà pendant la grossesse. Alors, j'arrête pas de faire des présentations sur la grossesse, et ça n'intéresse personne. Je comprends pas pourquoi, parce que c'est crucial. J'arrête pas de reparler de ça. Régulièrement, je rappelle qu'il y a plein de choses qui doivent se faire pendant la grossesse. C'est crucial, la grossesse. C'est pas après, c'est pendant. Donc, pendant la grossesse, il faut impérativement protéger votre flore intestinale. Il faut impérativement traiter votre candidose avec un régime de plusieurs semaines. C'est rare qu'il y ait une femme enceinte qui ne soit pas couverte de candidats. J'en ai pas encore connu. Il faut détoxifier le foie. Il faut remonter l'immunité. Et vous pouvez pas juste vous contenter de prendre des multivitamines pour grossesse, des trucs comme ça. C'est à vous de prévenir tout ce qui pourrait se passer sur votre bébé après. Surtout si en plus vous passez par la case césarienne. Alors ça, c'est encore pire. Donc là, pour prévenir le reflux de votre bébé, d'abord, il faut accoucher par voie naturelle. Si vous pouvez pas faire autrement, j'en parle parce que hier, j'ai encore parlé à une Anglaise. Hein. Moi, elle vit en Asie, donc elle est habituée. Enfin, c'est marrant à quel point quand ils sont en Asie, la césarienne, ça fait partie d'une option normale d'accouchement. Enfin bon, et elle a des problèmes de conception, donc je parlais avec elle, et elle me dit de toute façon, moi je vais accoucher par césarienne. Je lui dis pourquoi? Vous savez déjà que vous avez des problèmes de conception, enfin des problèmes. Non, mais ma mère en a beaucoup bavé pendant son accouchement, etc. Donc je vais éviter ça et je préfère une césarienne. Et les gens se rendent pas compte à quel point la césarienne, d'abord c'est très risqué, c'est une procédure d'urgence, ça doit pas être une alternative. Hein. C'est une opération majeure. Et il y a plein de gamins qui en souffrent toute leur vie, tout simplement parce que ils n'ont pas pu récupérer une production d'anticorps indispensables hein, qui leur est transmis uniquement au moment de la délivrance. Enfin bref, la césarienne, ça prive le bébé du contact avec la flore vaginale de sa mère, et ça c'est indispensable à la bonne qualité de sa flore intestinale à lui. Donc, il faut accoucher par voie naturelle, sauf s'il n'y a pas le choix. Et surtout, il faut consommer des produits fermentés. Alors là, je vous ai mis un bol de kimchi, c'est quelque chose dont je raffole. Enfin bon, c'est de la cuisine coréenne, mais on en trouve partout. Vous n'êtes pas forcé de le manger comme ça. En général, c'est un condiment, c'est un truc qui se rajoute. Hein. C'est hyper bon dans les pâtes coréennes, dans le riz, dans la soupe. On fait plein de recettes qui utilisent le kimchi. Ce qui est très bon aussi, c'est le kéfir, hein. C'est la choucroute crue. Hein. Bon voilà, je vous ai mis le kimchi. Et tout ça, c'est des sources de bactéries qui sont utiles à la restauration de cette santé intestinale. Et il faut en consommer. Alors, la santé du ventre du bébé, c'est crucial. Donc, si vous voulez qu'il soit en forme, si vous voulez protéger la santé du ventre de votre bébé, il faut déjà que vous évitiez de lui transmettre une magnifique candidose chronique. C'est une bonne façon de protéger son immunité déjà.
Et donc, la bonne stratégie, bah, ça revient à éviter tout ce qui va stimuler la surpopulation de candidats pendant la grossesse. Hein. Et donc, de toute façon, bon, après aussi, mais pendant votre grossesse, vous touchez pas au sucre, hein. Vous touchez pas aux produits raffinés, vous touchez pas à l'alcool, ni aux médicaments. Donc, il vaut mieux utiliser les huiles essentielles. Ça, c'est quelque chose dont personne ne vous parle jamais. Mais oui, vous risquez moins avec des huiles essentielles qu'avec des médicaments dans votre grossesse. Le stress, évidemment, donc encore une fois, huile essentielle. Et surtout, il faut pas toucher aux antibiotiques. D'où huile essentielle, encore une fois. Là, j'ai fait, il faudrait que je refasse un cours là-dessus. Enfin, c'est clair que c'est des choses sur lesquelles je m'étends beaucoup plus dans Aroma Pro. C'est mon école en ligne. Parce que bon, bah, ça implique qu'il faut que vous connaissiez un minimum de choses pour pouvoir appliquer tout ça pendant une grossesse. Mais franchement, ah bah, je vous en parle dans Aroma Pro Mini, tiens, voilà. Aroma Pro Mini, j'ai mis un cours sur la grossesse exprès pour que vous sachiez le minimum vital et que vous puissiez passer au travers de tous ces écueils-là dont on vous parle jamais. Bref, donc il faut protéger sa flore intestinale avec bon, les probiotiques, mais ça c'est peut-être moins important que les prébiotiques dont je vous ai parlé avant, tout ce qui est kéfir, choucroute, etc. Il faut donc avoir un régime adéquat qui soit riche en fibres, solubles et insolubles, et puis surtout pauvre en hydrates de carbone et en céréales. Voilà. Les céréales, c'est souvent la croix. Ça. Mais c'est vrai que quand on est enceinte, on a envie de trucs qu'on mangeait quand on était petite. Moi, je l'ai vécu à chaque fois. Et malheureusement, bon, il y a aussi qu'on a envie de ça parce qu'en général, c'est là qu'on a la candidose qui se développe le plus. Et du coup, évidemment, cette saleté de candidat nous donne envie de ce qu'il va lui donner à manger. Hein. C'est clair qu'il va pas nous donner envie de jus de carotte. Hein. Mais il faut apprendre à résister. Il faut avoir le but à l'esprit de pas transmettre cette cochonnerie à notre bébé. Alors pourquoi éviter les hydrates de carbone? Eh ben, si le reflux gastro-œsophagien est causé et entretenu par un manque d'acide dans l'estomac et une surpopulation bactérienne dans les intestins, il faut savoir que il est indispensable donc d'améliorer cette production d'acide dans l'estomac et de réduire l'invasion bactérienne. Ça, on l'a vu. Mais la seule façon de s'adresser à ces causes-là, contrairement aux médicaments qui ne vont pas s'attaquer aux symptômes, eh ben, c'est entre autres d'éviter les hydrates de carbone. Donc, il faut, je récapitule, lorsque l'acide manque dans l'estomac et qu'on consomme trop d'hydrates de carbone, eh ben, les hydrates de carbone échappent à l'absorption et nourrissent la fermentation intestinale. Voilà. Et c'est là que le simple fait de limiter les hydrates de carbone fait une grosse différence. Ça donne les mêmes résultats que de prendre des médicaments sans les effets secondaires. Donc, rappelez-vous, quand vous avez des problèmes d'estomac, le simple fait d'éviter les hydrates de carbone. Les hydrates de carbone, bon, bah, c'est tout ce qui est, beaucoup ce qui est acidifiant, le sucre, tout ce qui est gâteau, hein, à base de farine, etc. Bon, c'est clair qu'une femme enceinte, dans le premier trimestre, si elle a le problème de remontée acide, ce qui est très très fréquent, je lui dis de manger un cracker en se réveillant pour absorber l'acidité. Un cracker ou deux, c'est pas une consommation excessive d'hydrates de carbone. Si vous limitez la consommation de crackers à ce moment-là, ça va. Après, il faut trouver autre chose. Il y a plein de façons. Donc, il faut ça et il faut évidemment stimuler l'immunité contre l'invasion des mauvaises bactéries et du candida. Et pour ça, il n'y a rien de tel que les huiles essentielles en massage régulier ou des suppositoires maison. Et donc, il faut adapter cette sélection aux besoins de la future maman. Un bon exemple, c'est des suppositoires antifongiques et immunostimulants. Alors ça, c'est hyper pratique quand on est enceinte. Voilà, je vous donne une formule. Sur de l'huile de coco, avec de la camomille, de l'arbre à thé, du palmarosa. C'est complètement toléré à tous les stades de la grossesse. Il n'y a absolument aucun risque à aller utiliser ça. Tout ça, c'est toujours pareil, c'est toujours la même façon de faire. Il faut verser ça dans un petit sac en plastique ou dans des empreintes à suppositoire. Il y en a chez huilesessence.com. Vous faites prendre ça au congélateur, vous coupez en tronçons et hop, vous mettez ça
vous vous enfilez un petit suppositoire avant d'aller au dodo. Hein, voilà, vous essayez de garder ça le plus possible avant d'aller au lit. Hein, essayez de garder ça pendant la nuit. Parce que il faut éviter d'absorber plein de choses de toute façon par la bouche, hein, et la voie rectale c'est particulièrement efficace. À côté de ça, évidemment, il faut s'occuper de ce niveau d'acide. Alors, ce que je viens de vous expliquer pour la femme enceinte, c'est valable pour n'importe qui. Hein. Vous n'êtes pas forcé d'être enceinte pour utiliser ça. Hein. C'est n'importe quel adulte et même enfant peut utiliser ça. Hein. Donc, une autre règle pour se soulager des problèmes d'estomac, c'est de remonter ce niveau d'acide avec du sel. Voilà. NaCl. Si vous consommez pas suffisamment de sel, vous risquez pas de donner ce qu'il faut à votre estomac pour faire de l'acide. Voilà. Bon, évidemment, c'est pas tellement une question de quantité de sel que de qualité. Hein. Là, je vous ai mis une photo d'un très beau sel gris non raffiné, et c'est celui-là qu'il faut utiliser. C'est pas le sel bien blanc et raffiné. À côté de ça, pour remonter votre niveau d'acide, il y a les huiles, évidemment, beaucoup d'huiles essentielles. Il y en a certaines qui sont capables de stimuler la production d'acide chlorhydrique et en même temps de calmer les brûlures d'estomac. Voilà. Il suffit de les appliquer en massage sur le ventre, hein. Mais c'est clair que si vous pouvez aussi les utiliser en suppositoire, avec le même procédé que je viens de décrire pour les femmes enceintes tout à l'heure. Donc, dans les huiles qui stabilisent, qui équilibrent ce niveau d'acide, parce qu'il s'agit pas, oui, il faut que vous compreniez une chose, c'est que quand vous utilisez les huiles, ça fonctionne pas comme un médicament qui est bête et méchant et qui va vous augmenter votre niveau d'acide tant que vous en prenez. Hein. Non, elles ont une sorte d'intelligence, les huiles. Il y a un moment où elles savent que vous avez suffisamment d'acide, elles vont pas vous en remettre plus. Hein. Donc, faut pas que vous ayez peur d'utiliser ça. Donc, l'angélique racine, c'est une de mes préférées. Elle va agir sur l'acide et sur la pepsine. Hein. C'est des choses que votre estomac doit contenir. La camomille allemande, elle va éviter la dyspepsie, donc ce qui est le reflux. Hein. Mais ça, c'est parce qu'elle travaille aussi sur le système nerveux. C'est ça qui est absolument génial. La camomille allemande, elle bosse à la fois sur ce qui se passe dans votre ventre et ce qui se passe dans votre système nerveux au niveau de votre stress. Donc, elle agit sur les causes de votre reflux en même temps. Hein. La cardamome, c'est pareil. Hein. La cardamome, c'est un monstre. Alors, elle est antibactérienne par-dessus le marché. Voilà, l'allemande aussi, mais c'est pas les mêmes. Elles sont très, très complémentaires. Donc, dyspepsie nerveuse, elle. Hein. C'est très. En plus, la cardamome, elle est bien, surtout pour les gens qui ont des problèmes d'anorexie hein, aussi. Hein. Le fenouil, encore. Alors, ça, par contre, le fenouil, vous l'utilisez pas pendant la grossesse. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans la formule de tout à l'heure. Hein. Donc dyspepsie, pareil, reflux. Hein. Mandarine, très bonne pour ça. Menthe poivrée, très connue pour remonter l'acide. Bon, toutes ces huiles-là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut les choisir en fonction de leurs particularités et de vos besoins. Ce qu'il y a de génial, c'est que quand vous avez un minimum de connaissances, par exemple, c'est ce que je vous explique dans l'essentiel de l'équilibre ou dans Aroma Pro, vous êtes capable après de vous dire ah bah tiens ça va plutôt être celle-ci ou alors plutôt celle-là. Hein. Même si elles ont toutes l'air d'être similaires parce qu'elles traitent toute la dyspepsie, elles ont toutes des spécificités qui sont tellement intéressantes. Hein. Et puis il y a le poivre noir. Alors là c'est vraiment les brûlures d'estomac. Hein. Donc ça c'est des huiles qui sont à avoir toujours sous la main. Bon évidemment l'idéal c'est de les choisir en conséquence et en fonction de vos réels besoins. Hein. Et c'est pour ça que là, je vous ai mis donc tout ça, c'est les sources où vous pouvez identifier ce dont vous avez vraiment besoin et savoir et vous faire du sur-mesure hein, pour votre problème de reflux. Ok. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez compris qu'il ne faut pas toucher aux médicaments quand vous faites du reflux et surtout quand c'est vos enfants. Donc autant avoir ce qu'il faut sous la main en termes d'huile essentielle. Bon, et ben j'espère que vous avez compris quelque chose. On va voir tout de suite ça avec les questions-réponses.